Bonjour à tous, je m'appelle Louis Linet, je suis manager au sein du pôle PME de R3. Nous avons publié récemment une étude sur l'affichage environnemental en collaboration avec BPI France. L'idée, c'était de savoir si l'outil pouvait être aujourd'hui ou demain un levier pour transformer durablement la filière textile en France et en Europe. Et l'objet de cette présentation, c'est justement de revenir un peu sur les points saillants en synthèse de notre étude. Le contexte, évidemment, dans un premier temps, aujourd'hui, les acteurs du textile français et européen sont soumis à de multiples pressions, notamment des pressions économiques, avec l'avènement d'un certain nombre d'acteurs qui viennent perturber et révolutionner la façon et la manière de fonctionner de cette industrie. Et en parallèle de ça, elles sont confrontées à des exigences environnementales renforcées, de plus en plus fortes, qui nécessitent d'avoir un certain nombre de remontées d'informations. Et malheureusement, ces acteurs français et européens manquent aujourd'hui d'outils clairs pour les aider à mesurer, comparer et agir. Les objectifs de l'étude sont multiples. On a essayé de vulgariser un maximum ces sujets parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux autour de la méthodologie, autour du cadre réglementaire qui sont un peu complexes. Et nous avons essayé de retracer un petit peu le cheminement qui ont été pris en Europe et en France pour comprendre justement cet état des lieux réglementaire. On a essayé aussi de venir détailler, d'analyser les méthodes et les outils existants autour des différentes méthodologies. Et on a rencontré un certain nombre d'acteurs, on a échangé avec des responsables RSE d'entreprise, on a échangé avec des présidents de fédérations sectorielles et aussi avec d'autres acteurs qui travaillent sur les sujets d'affichage environnemental, pas spécifiquement dans le secteur textile, mais aussi dans d'autres secteurs. Ça nous a permis de faire des retours d'expérience, des constats sur les premières expérimentations autour de l'affichage environnemental. Et ça nous a permis aussi également de pouvoir formuler des recommandations, des préconisations opérationnelles pour pouvoir ajuster et remodeler un petit peu l'outil affichage environnemental pour qu'il puisse véritablement être un levier d'accélérateur de transformation des TPE et PME en France. On a volontairement mis une focale spécifique sur l'accompagnement et l'outillage des TPE-PME. C'est aujourd'hui une part prépondérante des structures qui composent la filière textile en France. C'est à peu près 90% selon les chiffres de l'INSEE. Et on sait que ces types de structures peuvent rencontrer certaines difficultés justement pour pouvoir mettre en place ce type d'outils. C'est pour ça qu'on a vraiment essayé de construire notre étude autour de deux questions structurantes. La première, c'est est-ce que l'affichage environnemental peut contribuer de manière durable à transformer l'industrie textile en France et en Europe? Et aussi, comment demain les TPE-PME peuvent-elles intégrer cet outil et s'appuyer dessus pour faire en sorte de les guider dans la transformation de leur modèle d'affaires? Le sommaire de l'étude, il est relativement simple. On a essayé de faire la même chose, de reprendre la même structure avec les différentes parties de cette présentation. La première partie, ça nous tenait à cœur de revenir justement sur le constat qu'on dresse des difficultés économiques et environnementales qui sont en train de se dresser face aux acteurs actuels dans la filière textile, de comprendre un petit peu mieux les mutations du secteur. Une fois qu'on a fait ça, c'était aussi l'idée de revenir un petit peu sur le cadre réglementaire et les méthodologies qui sont vraiment un travail de longue haleine, une longue réflexion qui ont été menées à la fois en France, qui fait figure de pays pionniers sur ces sujets-là, mais aussi en Europe. Et l'idée, c'était vraiment de venir détailler, vulgariser un peu ces sujets-là. Et dans un troisième temps, on est venu aussi dresser un peu le constat des retours d'expérience qu'on a pu avoir des différents échanges, des différents entretiens que nous avons pu mener avec des responsables RSE d'entreprise notamment, qui ont essayé d'expérimenter justement cet outil d'affichage environnemental, de le mettre en œuvre dans leur process. Et il y a pas mal de choses qui ressortent justement de ces entretiens, des bénéfices, mais aussi des défis auxquels elles sont confrontées. Ça nous a permis donc en dernier lieu d'avoir une conclusion et de préconiser un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que l'outil affichage environnemental soit à moyen long terme un véritable levier justement pour transformer durablement la filière textile en France et aussi en Europe. Les mutations du secteur textile dans le monde, elles sont multiples. La première chose qu'on voulait mettre en évidence, c'était le déclin marqué depuis les années 2000 de l'industrie textile française. En effet, elles ont beaucoup souffert des délocalisations massives que le pays a connues dans les années 90. Aujourd'hui, la production a été majoritairement transférée à l'étranger, notamment en Asie, en Chine, mais pas que. On sait par exemple qu'en 2021, la Chine représentait 41% des exportations mondiales de textiles. Et après, il y a d'autres pays comme le Bangladesh et le Pakistan qui sont aussi de forts intermédiaires dans cette industrie. Ces délocalisations ont permis de tirer vers le bas les prix et donc évidemment ça a posé des difficultés structurelles. C'est venu vraiment bouleverser, révolutionner la façon de fonctionner des entreprises avec donc un modèle économique qui était à retravailler et à revoir.
En parallèle de ça, il y a eu aussi l'avènement et l'émergence de nouveaux acteurs, notamment de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, qui sont vraiment venus bouleverser le fonctionnement habituel historique de la filière textile. Par exemple, on sait que historiquement, le fonctionnement de la filière, c'était d'avoir 2 à 4 collections par an, avec notamment une collection printemps-été et une collection automne-hiver. Aujourd'hui, il y a certains acteurs qui sont capables de sortir une collection par semaine, soit une cinquantaine de collections par an. Évidemment, nécessairement, ça pose d'autres problématiques en termes de surproduction qu'on verra juste après. Ces contraintes économiques, elles sont extrêmement fortes. Elles viennent fragiliser donc une filière française et mettent en péril un certain nombre d'acteurs, notamment des TPE-PME, parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, 90% des entreprises du secteur textile sont constituées de TPE-PME. Ces conséquences économiques et la mise en péril d'un certain nombre de structures en France de TPE-PME, elles sont aussi liées à des conséquences environnementales très fortes inhérentes à ce modèle intensif. On a parlé tout à l'heure de la question de la surproduction, de l'accélération, de la mise sur le marché d'un certain nombre de produits. Et il y a un chiffre assez éloquent justement pour marquer cette tendance. C'est qu'entre 2000 et 2020, on a doublé la production mondiale de vêtements sur le marché international. En parallèle de ça, on consomme plus de vêtements et on porte moins longtemps ces vêtements. Et il y a un chiffre aussi qui permet de le montrer, c'est que on a un taux d'utilisation des vêtements qui a réduit de 36%. C'est-à-dire qu'on porte moins longtemps, encore une fois, ces vêtements avant la mise au rebut en 15 ans. Ce qu'on voulait aussi mettre en avant dans cette étude, c'était de comprendre qu'à chaque étape de vie, du cycle de vie du produit, on fait face à des impacts environnementaux qui sont quand même assez conséquents. Notamment lors de la première étape qui est les matières premières, la production de matières premières. On sait par exemple qu'une grande partie des fibres textiles aujourd'hui mondiales sont issues des énergies fossiles, de ressources fossiles, et donc inévitablement ça a des conséquences sur le réchauffement climatique. En face de ça, on sait qu'il y a aussi des fibres naturelles qui ont des conséquences aussi très néfastes sur l'environnement. Par exemple, le coton qui est une matière naturelle. Le coton nécessite une consommation d'eau très importante. On sait par exemple qu'un t-shirt coton, en moyenne, nécessite une consommation de 2500 litres d'eau. L'étape d'après, c'est aussi la précarité et les inégalités sociales qu'on retrouve dans les moyens de production. On a parlé tout à l'heure d'une délocalisation d'un certain nombre d'industries, d'acteurs français qui ont décidé de délocaliser une partie de leur production dans des pays où les droits du travail, les droits sociaux sont peut-être moins protecteurs qu'en France. Et ça entraîne donc le développement d'emplois très précaires qui sont principalement occupés par des femmes. Et donc ça vient poser aussi la question des conditions de travail et des inégalités sociales. Si on reprend un peu le parcours aussi du cycle de vie d'un produit, il y a après les étapes de production, de transformation, comme la teinture, comme la confection et l'assemblage, où là aussi il y a des impacts importants. On sait par exemple que lors de la teinture, ça pose des problèmes autour de la pollution chimique. Il y a notamment 63% des vêtements qui sont testés qui contiennent aujourd'hui des substances chimiques dites perturbateurs endocriniens. Et là aussi, il y a des enjeux autour de la pollution de l'eau. Lors de la confection et de l'assemblage, on a évoqué tout à l'heure une chaîne de valeur qui est composée de multiples intermédiaires. Et donc là aussi, ça rallonge les conséquences et les difficultés autour de la logistique et de la distribution. On sait par exemple que l'avènement d'acteurs de l'ultra fast fashion, dans leur modèle extrêmement intensif, dans le cadencement très fort du nombre de collections mises sur le marché, il y a un enjeu à pouvoir délivrer rapidement des produits sur le marché européen. Et donc, se pose la question du transport. On sait aujourd'hui que le transport aérien, c'est ce qui permet justement l'adaptabilité et la flexibilité des acteurs de l'ultra fast fashion. Et donc, elles ont recours massivement au transport aérien. Et on sait que le facteur d'émission du transport aérien il est 14 fois plus émissif que le transport maritime habituel. On peut penser que les impacts environnementaux sont principalement situés en amont de la chaîne de valeur. C'est pas tout à fait vrai. Il faut aussi savoir qu'il y a quelque chose qui est largement passé sous silence, c'est que les impacts environnementaux se situent aussi après l'achat du consommateur. En effet, une partie de l'empreinte carbone d'un produit se situe au moment de l'usage et de ses cycles d'entretien. Donc quand on lave un vêtement, quand on le sèche, ces opérations-là entraînent aussi une consommation évidemment électrique et donc viennent entamer un petit peu une empreinte carbone. Et on considère que 20% de l'empreinte carbone d'un produit sur son cycle de vie provient du lavage et du séchage.
Et évidemment, cette surproduction, cette mise sur le marché intensive de vêtements entraîne une surconsommation et empêche le développement, en parallèle, dans le même temps, d'un modèle plus circulaire. Aujourd'hui, on n'a pas en France et en Europe les infrastructures qui sont capables d'élever le taux de recyclage et on a des études qui disent que 87 des textiles aujourd'hui en Europe, en fin de vie, sont enfouis ou incinérés pour ceux qui ne sont pas envoyés sur d'autres continents, en Afrique par exemple. Dans ce contexte donc économique très incertain pour les acteurs français, avec des conséquences environnementales qui sont désastreuses, hein, encore une fois, avec cette accélération du cycle de vente et l'augmentation donc du nombre de produits mis sur le marché, ça vient aussi dans un contexte où les consommateurs sont tout de même assez de plus en plus conscients de l'empreinte écologique que pose l'industrie textile. On sait par exemple qu'il y a des chiffres qui montrent que une grande majorité des Français jugent que la fast fashion est néfaste d'un point de vue environnemental. Il y a une autre étude qui ressort de la Convention citoyenne pour le climat en 2019 qui disent que les Français souhaitent un affichage environnemental standardisé. Et en parallèle de ça, il y a aussi une multiplication de l'information liée à ces sujets environnementaux pour justement essayer de mettre en avant les bonnes pratiques réalisées par les entreprises. Ça vient en ajout et en complément d'une multiplication des labels et de l'autonotation des entreprises. Cette masse d'informations, elle vient évidemment perturber un petit peu et réduire la lisibilité sur les impacts environnementaux et les impacts sociaux de l'industrie textile. Donc en fait, on se rend compte que les consommateurs et les entreprises manquent d'un repère clair et qu'elles ont besoin de mettre en place, de construire un langage commun, lisible et fiable, qui pourra permettre justement de retravailler et de restaurer cette confiance entre les consommateurs et les entreprises, et derrière de pouvoir déclencher le développement d'innovation responsable. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'outil affichage environnemental qui a été mis en place par le gouvernement français. Donc il y a un cadre réglementaire qui est assez strict, hein, qui a été construit depuis plusieurs années. Vraiment, c'est une réflexion de longue haleine avec des méthodologies qui diffèrent entre la méthode européenne et la méthode française. Ça nous semblait important quand même de mettre en avant la construction progressive de ce cadre réglementaire. En France, par exemple, je l'ai souligné tout à l'heure, la France est un pays pionnier dans l'affichage environnemental dans le monde et également en Europe. Le pays a lancé 3 phases de tests entre 2009 et 2023, avec une série d'expérimentations qui ont permis la construction d'une méthode nationale gouvernementale d'évaluation des impacts des produits textiles. Il y a notamment la Convention citoyenne pour le climat qui a aussi permis d'accélérer cette prise de conscience et cette volonté gouvernementale d'assister à la construction de cet outil. Ça a été repris ensuite par la loi AGEC en 2020, puis par la loi Climat et Résilience en 2021. Ces 3 réglementations ont accouché du décret sur l'affichage environnemental en octobre 2025, bien que un petit peu minoré par rapport à son ambition initiale. Cet affichage environnemental a pour vocation de permettre aux consommateurs d'identifier l'impact environnemental de son produit, et ça part sur une base de volontariat, c'est-à-dire que les entreprises qui souhaitent mettre en place l'affichage environnemental peuvent le faire, celles qui ne le souhaitent pas ne sont pas tenues de le faire pour le moment. En octobre 2026, soit un an après le passage de ce décret, n'importe quelle personne, que ce soit physique ou morale, des tiers, des organisations, des ONG, pourront générer des scores par défaut. Ces scores par défaut, dans les grandes études qui sont sorties autour de la sortie de l'affichage environnemental, permettent de montrer justement que ces scores par défaut risquent de péjorer, c'est-à-dire de maximiser l'impact environnemental de ces produits. Et donc c'est un peu à double tranchant pour les entreprises qui ont plutôt intérêt à anticiper ces enjeux-là pour ne pas se retrouver au pied du mur face à des impacts environnementaux qui sont plus forts que ceux qui ne sont réellement. En face de ça, l'Europe a aussi lancé ses propres recherches sur l'affichage environnemental à partir de 2011. Ils ont lancé aussi une série de tests entre 2013 et 2018. Et la dynamique européenne était un peu différente de celle construite par la France. La méthode européenne souhaitait mettre en place la construction d'une méthode très large autour de l'éco-conception, la transparence et la comparabilité entre les produits et leurs impacts. Ça a accouché donc d'un affichage qu'on appelle la méthode PEF, la Product Environmental Footprint, qui permet donc de mesurer l'impact environnemental des produits et des entreprises, de tout type, encore une fois, de produits. En 2029, on espère justement cette entrée en vigueur, c'est attendu pour cette année-là. Et ça permet justement de montrer un petit peu le décalage, les disparités qu'on observe entre la méthode française et la méthode européenne, même si évidemment elles s'accordent avec des objectifs communs et tentent à converger, notamment sur un encadrement lisible et transparent de l'information environnementale, autour de la qualité et de l'amélioration des données disponibles. Donc ça va nécessiter justement un engagement de dialogue avec les fournisseurs pour avoir une bonne évaluation fiable de leurs impacts.
Et ça va aussi, derrière déterminer une harmonisation des règles et des pratiques de calcul dans le but de faciliter la compréhension des utilisateurs. On a souhaité revenir aussi sur ce qui constitue le socle, de la méthode européenne et de la méthode française, à savoir l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode normée et reconnue à l'international, qui jouit d'une certaine notoriété auprès de la communauté scientifique, puisqu'elle s'appuie sur la norme ISO 14040 et 14044. Cet outil, l'analyse de cycle de vie, permet en fait de reconstituer les impacts environnementaux à chacune des étapes du cycle de vie d'un produit, à savoir de son extraction des matières premières, de la production, de ses étapes de transformation jusqu'à sa fin de vie, en intégrant évidemment la filière de valorisation. C'est un socle commun qui permet d'évaluer donc à la fois pour la méthode française et européenne les impacts environnementaux de ces produits. C'est une approche qui a pour vocation de permettre et d'asseoir la comparabilité entre les différents produits et de permettre d'avoir des résultats qui soient fiables et clairs. L'analyse de cycle de vie établit une approche multicritère. On n'est plus dans le simple prisme carbone, on va établir une liste de 16 indicateurs d'impact environnemental qui permettent d'avoir une liste assez élargie des impacts environnementaux. On parle évidemment d'indicateurs carbone, mais on parle aussi d'indicateurs de biodiversité, d'indicateurs de santé environnementale, d'indicateurs autour de l'eutrophisation de l'eau, ou encore des différentes ressources utilisées. Et c'était vraiment important pour nous de revenir sur cette méthode parce qu'encore une fois, c'est vraiment le ciment de ce qui constitue la méthodologie aujourd'hui française qui est en vigueur depuis octobre 2025. Et ensuite, on a compris un petit peu le cadre réglementaire européen et français. On a compris que c'était une longue réflexion menée depuis une quinzaine d'années par le continent et aussi par la France. Maintenant, on voulait aussi revenir un petit peu plus en détail sur la différence entre ces deux approches. L'approche européenne, elle se base donc sur la méthode PEF qu'on a vue tout à l'heure. Celle-ci est basée sur l'analyse de cycle de vie. Et encore une fois, elle s'attache à permettre une comparabilité à tout type de produit. C'est une méthode qui a été harmonisée à l'échelle européenne et qui a vocation à fournir une base commune, cohérente et exhaustive et comparable encore une fois à l'échelle européenne pour éviter justement le développement d'une pluralité de méthodes différentes et faciliter la comparabilité. Cette méthode européenne, donc, comme indiqué, elle se base sur tout type de produit. Elle a été enrichie de règles sectorielles complémentaires qu'on appelle les PEFCR qui viennent enrichir les différentes filières de compléments, d'indicateurs plus pertinents au regard des impacts environnementaux de certaines filières. La France, elle est partie sur une autre approche. Elle est partie donc sur ce qu'on appelle l'affichage environnemental qui est plutôt orienté B2C au contraire de l'Europe qui est plutôt partie sur une méthode B2B. Le coût environnemental est basé également sur l'analyse de cycle de vie, mais également sur la méthode PEF. Mais celle-ci a été complétée et alimentée par d'autres compléments dont on discutera après, pour faire en sorte que cet indicateur, ce coût environnemental, puisse véritablement mesurer les impacts environnementaux des produits textiles d'habillement. Et le format est un petit peu particulier, on parle d'un score simplifié de points d'impact environnementaux. Les points d'impact environnementaux permettent justement de restituer un petit peu les impacts véritablement de chacune des étapes du cycle de vie. Dans les faits, plus un produit est considéré comme impactant, plus son score sera élevé. Les objectifs sont multiples, fournir encore une fois aux consommateurs une information fiable, claire et compréhensible, et inciter les fabricants et distributeurs à s'engager dans des démarches d'éco-conception, à engager encore une fois le dialogue avec leur chaîne de valeur en amont, avec des fournisseurs, avec des fabricants situés potentiellement en Asie ou au Maghreb par exemple, pour faire en sorte justement de faire remonter des indicateurs pour assurer davantage de traçabilité et valoriser les pratiques vertueuses au sein de la filière. Cette méthode, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été enrichie avec des indicateurs complémentaires hors ACV. Il y a notamment l'export hors Union européenne. J'ai mentionné tout à l'heure les impacts liés à la fin de vie d'un produit. L'export permet justement de mettre en avant ses conséquences, ses impacts environnementaux lorsque les produits en fin de vie sont exportés en dehors des frontières de l'Union européenne. Les microfibres sont également un vrai sujet pour l'industrie textile. Les microfibres, ce sont ces petites gouttes qui sont constituées en général de polyamide ou de polyester qui viennent se détacher, notamment dans les phases de lavage du produit. Et ça a des conséquences dévastateurs pour l'environnement. Ça pose des questions de pollution de l'eau notamment, des microplastiques. Donc ça aussi, ça a été intégré dans les compléments RACV. Et enfin, le coefficient de durabilité qui vient chercher justement ce qu'on appelle la durabilité extrinsèque ou la durabilité non physique du produit. Dans ce coefficient de durabilité, on va retrouver notamment la largeur de gamme. C'est-à-dire, plus une entreprise met sur le marché un certain nombre de produits, moins son score va permettre de valoriser le coût environnemental de son produit.
Là aussi, il y a des enjeux de réparabilité. On veut s'assurer que l'entreprise mette à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir facilement réparer ses produits et allonger la durée de vie du produit. Ce coefficient de durabilité, il va permettre soit de valoriser, de majorer, soit de péjorer le coût environnemental du produit, et ça a été intégré donc dans la méthode française. Ces scores-là, autour des 16 indicateurs donc de la méthode PEF et des compléments hors ACV, sont agrégés avec des facteurs de pondération qui ont été définis par l'ADEME, l'Agence de la transition environnementale en France. Ces sujets qui sont donc portés par cette agence jouissent aussi d'un outil d'aide de calcul qui a été créé à titre gratuit pour les entreprises, qui s'appelle Ecobalise. C'est une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent justement aller essayer d'évaluer leur impact environnemental de tous leurs produits. Dans cette troisième partie, nous allons mettre un peu en avant les constats qui sont tirés des premières mises en œuvre de l'affichage environnemental. Donc, comme indiqué dans mon introduction, on a rencontré un certain nombre d'acteurs, notamment des responsables RSE de plusieurs entreprises, qui ont expérimenté l'affichage environnemental dans leurs entreprises. Le constat des premières expérimentations, ils sont multiples. On retrouve pas mal de bénéfices réels. Il y a autour de l'affichage la mise en place d'un outil de pilotage interne qui est plus efficace, qui permet de consolider un levier de transformation pour les entreprises. Et ce bénéfice-là, il est permis notamment autour de la notion de données environnementales. Cette donnée, cet indicateur, il est hyper important parce que ça permet de structurer l'entreprise. On sait qu'avoir des indicateurs fiables, ça permet justement d'établir des diagnostics, de comprendre là où l'entreprise doit s'engager pour réduire ses impacts environnementaux. Un indicateur permet aussi de se fixer un objectif et d'avoir un plan d'action qui a à dérouler derrière justement pour l'atteinte de cet objectif. Cet indicateur fiable et précis, il nécessite un engagement, un dialogue plus fort, plus franc avec les fournisseurs et de rang N-1, de rang N-2, qui vont permettre justement d'asseoir une meilleure traçabilité en engageant la chaîne de valeur. Cette meilleure traçabilité, avoir une donnée plus précise, des indicateurs plus précis, permettent de mieux identifier les indicateurs, les impacts sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Une fois qu'on a en tête les indicateurs et les impacts, on sait exactement où cibler, quel type de mise en place, d'action on doit mettre en place pour justement réduire ces impacts. Est-ce que c'est au niveau des matières? Est-ce que c'est au niveau de la localisation des fournisseurs? Est-ce qu'il faut intégrer davantage de matériel et de matériaux recyclés et de matières recyclées? Tout ça, ça permet d'enclencher ce qu'on appelle une stratégie d'éco-conception, de repenser les modèles de production pour établir justement toute une conception autour de l'affichage environnemental qui permet justement de réduire ces impacts environnementaux, que ce soit lors de la sélection des matières premières ou encore lors de sa fin de vie, parce qu'on pense déjà à la possibilité de revaloriser le produit derrière. Une fois qu'on a en tête cette stratégie éco-conception pour permettre de réduire ces impacts environnementaux, on peut évidemment derrière communiquer sur cette méthode, sur ce process, qui permet justement de renforcer la confiance du consommateur. Il y a des études qui montrent, notamment des reportages qui sont passés à la télévision récemment, qui montrent que dans une grande surface, quand un consommateur a le choix entre deux types de produits qui sont globalement assez similaires, un produit est avec un outil affichage environnemental, l'autre ne l'est pas. Le consommateur a plutôt tendance à aller acheter le produit avec l'outil affichage environnemental parce que c'est gage de transparence. Donc, ça veut dire que l'entreprise s'engage d'une certaine manière dans une stratégie d'éco-conception qui permet justement de réduire ses impacts. Cette confiance, elle permet aussi donc de se différencier parce que l'entreprise s'évertue à mettre en place davantage de qualité, de durabilité dans ses produits. Et ça permet donc de soulever, d'actionner un levier de compétitivité, là où on sait qu'en ce moment, les entreprises européennes et notamment françaises souffrent de cette compétitivité par rapport à d'autres acteurs asiatiques qui tirent les prix vers le bas. Ces bénéfices réels donc sont multiples, mais les entreprises ont également été confrontées à des défis importants dans la mise en place de l'outil affichage environnemental. Ces difficultés sont de plusieurs natures. Il y a évidemment une dimension financière. La mise en place de nouveaux process, de nouvelles procédures, de nouvelles thématiques nécessite effectivement la mise en place et l'instauration d'outils qui coûtent de l'argent. Ces nouvelles thématiques, elles nécessitent aussi le développement de compétences. On sait très bien que les TPE-PME manquent aujourd'hui de temps, manquent de ressources humaines et financières, et ces compétences, elles sont nouvelles, et donc elles doivent être instaurées dans les entreprises, ce qui demande du temps. Il y a aussi tout un sujet autour de la data. On l'a dit, la donnée est essentielle pour être un gage de fiabilité et de précision, et justement pour pouvoir restaurer cette confiance auprès des consommateurs. C'est difficile de pouvoir collecter, de structurer cette donnée et de s'assurer qu'elle soit fiable. Ça nécessite d'avoir un engagement, un dialogue
récurrents avec les fournisseurs et les entreprises qui permettent justement de fiabiliser et ça demande un travail de long terme, de longue haleine. En face de ça, il y a aussi la complexité des outils. On sait qu'Ecobalise, la plateforme qui a été mise à disposition par le gouvernement, ne satisfait pas tout le monde. Il y a différentes méthodes qui sont mises en place. Et il s'avère que les acteurs qui se sont lancés dans la mise en place de l'affichage environnemental pâtissent un petit peu de la complexité de ces outils. Donc on le constate, ces nouvelles thématiques, ces nouvelles procédures nécessitent un développement des compétences et nécessitent aussi une appropriation en interne qui est encore aujourd'hui très limitée pour les différents collaborateurs. On sait par exemple que la fonction achat va devoir intégrer des nouvelles pratiques, notamment autour des achats responsables, parce que c'est des nouvelles compétences à acquérir. Et c'est aussi vrai pour les fonctions commerciales. On a, dans le cadre de l'étude, interrogé un certain nombre d'entreprises qui ont aussi des boutiques et donc des commerciaux, des vendeurs à former. Le format aujourd'hui publication est un petit peu complexe à déchiffrer, à vulgariser, et il faut aussi faire de la pédagogie pour que les clients puissent s'emparer de cet affichage environnemental et de comprendre un petit peu les impacts environnementaux. Cette complexité de communication, elle doit être rebattue, elle doit être prise en main par les entreprises, justement par la formation de leurs commerciaux pour qu'ils sachent davantage en parler. On le constate donc, l'affichage environnemental apparaît aujourd'hui comme un outil de pilotage interne structurant, efficace, mais encore trop expérimental, et ça demande des ressources et de la structuration, et donc du temps aux entreprises pour qu'elles puissent se l'approprier. On vient d'évoquer justement les nouveaux process au sein des entreprises qui impliquent justement la mise en place de cet outil affichage environnemental. Il y a aussi la méthodologie qui a été largement remise en question par les personnes que nous avons interrogées dans le cadre de cette étude. 3 écueils en synthèse sont ressortis. Le premier, c'est surtout sur le format de publication, qui est difficile à s'approprier pour les consommateurs. On est sur une étiquette blanche avec un score de points environnementaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus un produit est impactant, plus son score sera élevé. Il n'y a pas de chaîne d'échelle de valeur, il n'y a pas de code couleur qui permettent justement de faciliter la comparaison entre les différents produits. Et il y a des reportages aussi qui montrent que les consommateurs ont tendance à favoriser d'autres types d'affichage environnemental, notamment le Fashion Score. Le Fashion Score est un outil déployé et développé par Clear Fashion, une entreprise spécialisée depuis 2018 dans l'outil affichage environnemental. Elle a développé son propre score avec des indicateurs un peu différents de celui utilisé dans le cadre de la méthode PEF et de l'affichage environnemental, puisqu'il intègre en plus des indicateurs environnementaux, des indicateurs sociaux et des indicateurs sur le bien-être animal. Et son indicateur, son score, s'affiche sur une note de 1 à 100 et les consommateurs ont plutôt tendance à favoriser, privilégier ce mode de calcul par rapport à l'affichage environnemental qui manque un petit peu de clarté, de lisibilité pour justement comprendre, vulgariser l'impact environnemental de son produit. Le deuxième écueil qui a été formulé, c'est autour des arbitrages méthodologiques qui sont imposés par la méthode PEF et par l'affichage environnemental. Qui dit arbitrage méthodologique dit forcément biais. Il y a des pondérations des impacts parce qu'on doit en faire un indicateur agrégé. Il y a Quentin Chancé, notamment, qui travaille pour le CESIAE, qui est un organisme qui travaille sur l'affichage environnemental, qui nous a indiqué qu'inclure les microfibres et la durabilité dans les compléments hors ACV, c'est nécessaire parce que ce sont vraiment des impacts qui sont spécifiques, inhérents à l'industrie du textile. Mais aujourd'hui, ce sont deux indicateurs qui sont difficiles à appréhender, difficiles à évaluer et donc difficiles à pondérer dans la note finale. Et donc, forcément, ça crée des biais et ça vient engendrer des difficultés dans la lisibilité de cet outil affichage environnemental. Par exemple, il y a d'autres essais qui ont été faits où on sait qu'en comparaison avec la méthode d'affichage environnemental, un t-shirt en polyester standard, un t-shirt en polyester standard face à un t-shirt issu de matières naturelles comme le coton bio, on sait aujourd'hui que c'est le t-shirt polyester standard qui a une meilleure note que le t-shirt en coton bio. Ça s'explique par plein de choses, par les règles de normalisation et de pondération entre ces critères. Et ça s'explique aussi par les incertitudes qui couvrent justement ces différents indicateurs. C'est difficile à appréhender pour les entreprises, ça l'est encore plus pour les consommateurs, donc il y a aussi des arbitrages qui sont à revoir. On sait par exemple que les produits qui sont plus fragiles, parce qu'il y a moins de grammage, bénéficient aussi d'une valorisation par la méthode de l'affichage environnemental par rapport à des produits dont le grammage a justement été augmenté pour allonger la durée de vie du produit. Donc ça vient perturber aussi la compréhension et les efforts fournis par les entreprises depuis un certain nombre d'années, justement pour allonger la durée de vie du produit. Et enfin, le troisième sujet, c'est les divergences justement entre les différentes approches européennes et françaises. On l'a vu, c'est deux historiques assez distincts, des méthodologies et des approches, des cadres réglementaires qui sont distincts et qui sont en constante mutation, en constante évolution.
Il y a des méthodes, des périmètres et des objectifs qui sont différents. Et aujourd'hui, ça perturbe forcément les entreprises et ça les oblige à être dans une forme d'attentisme parce elles craignent justement les évolutions futures de la méthodologie qui risquent d'arriver dans les prochaines années. Donc elles sont peu tentées justement d'aller sur l'affichage environnemental. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé du contexte économique et du contexte environnemental, qu'on a détricoté un petit peu la méthodologie française et la méthodologie européenne et qu'on a tiré les constats issus donc des entreprises qui se sont lancées dans l'affichage environnemental, on est en mesure d'établir un certain nombre de recommandations, de préconisations sur l'outil d'affichage environnemental. Avant de se lancer là-dedans, je souhaitais justement mettre en lumière, mettre en avant une entreprise, une PME, qui s'est lancée dans une démarche d'éco-conception depuis une dizaine d'années. Cette entreprise, ce sont les ateliers Tuffry. L'atelier Tuffry, c'est une PME qui est basée en Lozère, plus précisément à Florac, et qui a été créée en 1892. L'atelier Tuffry, son modèle d'affaires, c'est la production de jeans. La quatrième génération est arrivée à la tête de l'entreprise il y a une dizaine d'années. Et cette génération, elle a souhaité redynamiser un petit peu l'entreprise, qui est arrivée à un bout de souffle, dans une dynamique qui était très incertaine, avec une santé financière qui connaissait de grandes difficultés. Et donc, ils ont décidé, pour relancer une nouvelle dynamique, de se lancer dans une stratégie d'éco-conception. Et donc, aujourd'hui, ils continuent de produire des jeans. Ils produisent des jeans, mais qui sont locaux et en coton biologique notamment, avec une volonté d'asseoir et d'ancrer un ancrage territorial qui soit très fort et un positionnement basé sur la qualité et la durabilité de leurs produits. Ils ont intégré notamment dans leurs espaces de production, dans leur atelier de production en Lozère, des ateliers de réparation et de la vente en seconde main. Et surtout, la grosse différence notable par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui dans l'industrie, ils vont un petit peu à contre-courant de ce qui se fait, dans la mesure où ils essayent de réduire au maximum le nombre de collections mises sur le marché chaque année. Il y a aujourd'hui, on sait que le produit le plus vendu chez les ateliers Tuffry, ce sont le jean historique qui est vendu depuis un certain nombre d'années. Il y a vraiment une stratégie qui est fondée sur la production locale, la traçabilité et la qualité. Il y a vraiment aussi dans la démarche de Julien Tuffry, donc le nouveau dirigeant, une anticipation des logiques de l'affichage environnemental. Et tous ces efforts ont un résultat qui est notable et qui sont payants. L'entreprise a décidé de se lancer dans l'évaluation justement de l'affichage environnemental de ses produits en comparaison avec un jean standard en utilisant l'outil affichage environnemental du gouvernement. Il apparaît que le jean Tuffry équivaut à un score de 1021 points, là où un jean standard qu'on retrouve sur le marché français est plutôt autour de 7100 points, soit une multiplication par 7 du nombre de points. Ces différents impacts et la différence de ces impacts sont liés par plein de biais, par plein de facteurs différents, notamment sur les questions énergétiques. Il est moins impactant de produire un jean en France parce qu'on a une électricité qui est bas carbone, là où par exemple en Chine ou dans d'autres pays, on sait que l'électricité est beaucoup plus carbonée avec notamment la production de charbon. D'autres aussi biais, c'est le fait de recourir à des circuits courts par rapport à des jeans qui peuvent être fabriqués au Bangladesh ou au Pakistan ou en Chine avec un nombre d'intermédiaires très important. Ça réduit aussi le transport et la logistique. Évidemment, il y a aussi le choix des matières derrière, des choix de matières naturelles au détriment de choix de matières plutôt synthétiques à base d'origine fossile. Tout ça, ça vient justement justifier la division par 7 en fait, du nombre de points associés au jean Tuffry par rapport au jean standard. Cette stratégie, elle a permis plein de choses côté atelier Tuffry. Elle permet d'identifier les leviers d'amélioration de produits. Elle a permis de structurer la démarche environnementale. Encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur l'importance des indicateurs dans une stratégie d'éco-conception. Et enjeu notable aussi, elle a permis de renforcer sa compétitivité. Là aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement dans l'étude. On l'a vu, le contexte économique est très délicat pour un grand nombre d'acteurs en France. On a notamment assisté à une certaine paupérisation, j'ai envie de dire, des entreprises, notamment de certaines chaînes et enseignes emblématiques qui ont fait faillite ou qui ont été amenées à réduire drastiquement leurs effectifs. Grâce à cette nouvelle stratégie, ce changement de modèle d'affaires, Atelier Tuffry a permis de renforcer sa compétitivité avec une différence assez notable. Entre 2024 et 2025, il y a une augmentation de la croissance de plus de 20%. C'est énorme pour une entreprise PME industrielle, notamment dans le textile. Et donc, ce qu'on voulait souligner, c'est que cette PME, malgré tout, elle arrive à renforcer sa différenciation et ça permettrait peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'industrie française avec un modèle plus éco-responsable qui permet justement d'asseoir ce levier d'éco-responsabilité grâce
à l'outil affichage environnemental. Pour conclure, donc par rapport à tout ce qu'on vient d'observer, il y a un certain nombre de recommandations qui ont abouti suite au travail qui a été fourni par nos équipes sur cette étude, qui permet donc de catégoriser en 3 les recommandations qu'on peut faire sur l'affichage environnemental. La première catégorie, c'est au niveau de la méthodologie. On a longuement échangé avec un certain nombre de personnes sur les biais méthodologiques et sur comment essayer de garantir la réduction de ces biais, notamment par la mise en place d'un indicateur commun pour garantir une base de comparaison équitable entre les acteurs. Ça, c'est un sujet qui n'est pas trop mal fait aujourd'hui. Ce qui est aussi important de mettre en place, c'est une méthode qui soit stable et harmonisée au niveau français et européen pour éviter ce qu'on appelle les distorsions de concurrence. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a une forme d'attentisme d'un certain nombre d'entreprises parce qu'ils ont peur que le cadre réglementaire et les méthodologies utilisées varient dans les années à venir. Ce qui est aussi important et ce que montrent les différents reportages et études, c'est que l'outil affichage environnemental aujourd'hui est peut-être trop complexe dans son approche et dans le format de sa publication. Ça peut être intéressant de le coupler à d'autres approches, notamment avec d'autres outils, on parlait tout à l'heure du Fashion Score de Clear Fashion, qui permettrait de mettre aussi en lumière d'autres indicateurs environnementaux, ne pas jurer uniquement par les indicateurs environnementaux comme le carbone, mais aussi en intégrant des indicateurs sociaux pour valoriser aussi un certain nombre de méthodologies et d'actions qui sont mises en place pour réduire ces inégalités sociales. On parle aussi beaucoup d'approches pluralistes qui pourraient être aussi bénéfiques dans le cadre de la méthodologie de l'affichage environnemental. La deuxième catégorie, c'est plutôt autour de la gouvernance et de la qualité de la donnée. La gouvernance scientifique indépendante, c'est quelque chose qui est préconisé par un certain nombre d'acteurs pour garantir justement la fiabilité et la qualité de la méthode. Là où aujourd'hui, l'État français est un gouvernement qui peut avoir ses propres biais, ses propres intérêts potentiellement, et ça permettrait justement de contrer ces difficultés. Ensuite, il y a des données publiques mutualisées. On a parlé de l'outil gratuit Ecobalise mis à disposition par le gouvernement via sa plateforme. Il y a des choses qui doivent être renforcées justement pour valoriser des choses qui sont mises en place par les entreprises depuis un certain nombre d'années, notamment sur la question des labels pour garantir transparence et accessibilité. Il y a tout un axe autour de l'accompagnement et des financements, autour de cette méthodologie avec vraiment une focale, encore une fois, sur les TPE-PME qui sont le public cible de cette étude. On a vu qu'il y avait un besoin de s'approprier ces sujets-là, de faire monter en compétence un certain nombre de personnes au sein des structures pour qu'elles puissent s'approprier et vraiment s'engager dans l'outil affichage environnemental. Et ça va nécessiter davantage de pédagogie, ça va nécessiter aussi plus de lisibilité et une vulgarisation des impacts auprès des consommateurs, mais aussi auprès de ses collaborateurs. On l'a bien vu aussi, c'est un mouvement et une stratégie qui va mettre du temps, qui va nécessiter aussi une mise en mouvement de la part des entreprises. Et donc, on parle d'approche progressive. C'est difficile de révolutionner un modèle d'affaires en l'espace d'un an. La mise en place de l'outil affichage environnemental va se faire sur du long terme, sur 5 à 10 ans. On l'a vu avec l'exemple de l'atelier Tuffry, qui illustrait assez bien ce propos. Tout ce qui est en train d'être mis en place depuis 10 ans par Julien Tuffry permet justement aujourd'hui d'asseoir justement la réduction de ces impacts environnementaux par rapport à des produits standards. Il y aura aussi un enjeu important sur l'accompagnement des TPE-PME avec des dispositifs de financement et des dispositifs d'accompagnement qui pourront permettre justement à ces TPE-PME de se libérer un peu de charge mentale sur ces sujets-là parce qu'elles vont pouvoir peut-être compter sur un nouvel écosystème qui est en train de naître et d'apparaître sur la scène pour répondre à ces objectifs d'affichage environnemental. On le voit, cette étude, elle permet de mettre en lumière un certain nombre de constats, un certain nombre de conclusions. L'outil affichage environnemental apparaît comme, à long terme, un levier important pour réussir la transition des entreprises du textile français, pour qu'elles puissent justement pleinement s'engager dans cette transition. Mais il va falloir du temps, il va falloir aussi remodeler certains et ajuster certains critères de la méthodologie. Mais c'est en tout cas un premier pas qui est important pour l'industrie française.